Petit matin en Afrique du Sud. Port Elizabeth, 8e édition de l'Ironman du même nom. Cyril, le moins qu'on puisse dire, c'est que la matinée est mal engagée. Elle est mal engagée, ouais. Quand on voit les conditions météo, ça fait peur. C'est stressant déjà un Ironman par le fait de la difficulté de la course, des distances, le fait que le départ n'est pas forcément évident. Mais c'est sûr que là, on rajoute du stress déjà au stress quand on voit la pluie qui tombe comme ça de rue. Un cyclone est passé effectivement le long de cette province du Cap Oriental. Et là, pour l'instant, les compétiteurs, les organisateurs essayent au maximum de provoquer, entre guillemets, les cieux pour que les conditions s'améliorent. 1600 athlètes s'apprêtent à s'élancer. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la température extérieure est fraîche, que les conditions de natation s'apprêtent à être compliquées et que le vent a fait son apparition. Ouais, le vent qui va être un ennemi terrible justement pour ces triathlètes sur cette partie natation, parce que forcément ça va créer des vagues, il va y avoir de la houle, et puis ensuite sur le parcours vélo où en effet il faudra être vigilant déjà parce que la route sera sûrement mouillée, et puis ne pas prendre une rafale et chuter. 1600 compétiteurs donc sur la plage de Hobby Beach à Port Elizabeth, et cet homme, Reinhard Tissink, le héros sud-africain de la discipline qui s'est imposé ici à 3 reprises, et notamment lors de la première édition en 2005, Cyril, à laquelle vous participiez. Ouais, 2005, c'est des beaux souvenirs, hein. J'avais fait deuxième derrière Reinhard Tissink qui voilà, un athlète reconnu dans le milieu du triathlon et principalement en Afrique du Sud puisqu'il court à domicile, et une épreuve qu'il connaît vraiment très très bien jusqu'au bout des doigts. Une année qui a été difficile en 2011 pour Tissink, qui essaie de revenir au plus haut niveau, même si on l'avait vu à Hawaï encore réaliser quelques prouesses. Ça, c'est l'expérience qui parle. Il est préférable d'en avoir un petit peu d'expérience pour courir sur ce type d'épreuve, et surtout pour courir sur ce type d'épreuve dans de telles conditions. Parce que là, même si le départ est relativement calme, je dirais presque rassurant, ça va vite se détériorer. Ouais, les conditions vont être dures, hein. Les athlètes ont été mis au courant par les organisateurs qui ont essayé justement de parfaire la sécurité tout au long de ce parcours. Ce qu'il y a de positif, c'est que le départ se passe vraiment dans des très bonnes conditions, et ça c'est plutôt bien pour les athlètes et l'organisation. Là, vraiment un départ magnifique avec 1600 athlètes, il faut le préciser, hein. Ils étaient même pas 1000 il y a encore quelques années. 1600, c'est une grande réussite pour l'organisation. Alors les organisateurs ont joué gros sur cet événement parce que ils étaient à quelques, je dirais, minutes d'annuler la natation sur cette épreuve, et puis ils ont tenu compte des météos, bien sûr, de la météo minute par minute, des précisions à très court terme. Ils ont pris le risque, parce qu'il s'agit dans ces cas-là de prendre une décision, et donc elle est soumise à une certaine forme de subjectivité. Ils ont pris le risque de lancer la course sur la distance totale. On va voir ce qui se passe. Pour l'instant, on va faire connaissance avec les athlètes professionnels présents, parce qu'on a vu Tissink, c'est une chose, mais il y a aussi Andreas Sporrer, l'Allemand, il y a l'Espagnol Clemente Alonso, il y a le Suisse Mike Gross qui fait parler de lui de plus en plus souvent, et puis il y a les Français, il y a Cyril Viennot, il y a Trevor Dessau, il y a, comment s'appelle-t-il, Sylvain Rota également. Ça c'est du côté masculin, et du côté féminin il y a Virginia Berasategui, l'Espagnol Diana Reisler, l'Allemande, l'Afrique du Sud, la Sud-Africaine, Diane McEwan, qui commence à véritablement elle aussi s'afficher, et puis une légende vivante qui fait son retour à la compétition, Natasha Badmann. Ouais, Natasha Badmann, la légende vivante bien sûr, parce qu'elle a gagné 6 fois à Hawaï, parce qu'il y a quelques années elle avait connu une grosse mésaventure justement à Hawaï avec une chute qui l'a handicapée toute une année, c'était en 2007, et puis depuis 2009-2010 elle revient progressivement pour essayer justement de revenir à son meilleur niveau, et pourquoi pas glaner un titre supplémentaire sur la distance Ironman. Regardez, sur la jetée, le public présent, il a raison d'être ici, le public, parce qu'il faut les soutenir, ces athlètes. Il faut impérativement être, je dirais, autour d'eux, devant eux, derrière eux, parce que les conditions, et on insiste sur ces conditions de natation, elles se détériorent. Alors bien sûr, les premiers, ceux qui ont l'habitude d'animer les avant-postes, eux, ils vont passer moins de temps dans l'eau que les autres. En revanche, pour tous les amateurs, ceux qui constituent l'immense majorité des concurrents, là, c'est quand même une sacrée difficile journée en perspective. Ouais, c'est très très dur, hein, pour tous ces amateurs. Alors c'est vrai, les athlètes professionnels, eux, ils ont l'habitude, hein, des conditions difficiles, ils s'entraînent tous les jours pour ça, et ça leur fait pas vraiment peur. Par contre, c'est vrai que pour les amateurs qui vont passer peut-être 1h15, 1h30 dans l'eau, c'est sûr que les conditions
sont extrêmement durs. 2 boucles à effectuer et les premiers à sortir de l'eau après les 1900 premiers mètres, c'est Andreas Borerer avec le bonnet rouge et puis Clemente Alonso, l'Espagnol Clemente Alonso qui commence à s'affirmer aussi sur la distance dite reine. On avait appris à le connaître, Clemente Alonso en Espagne et pour cause, hein, il était espagnol, à l'époque c'était sur une série challenge, distance Alpha Ironman, il avait commencé à montrer ses aptitudes, depuis il confirme. Oui, il confirme et c'est même une très très belle surprise que de le voir comme ça dès la natation en tête. Hein. On sait qu'en général les Espagnols, leur point fort c'est plus la course à pied et Clemente Alonso comme ça prend directement les commandes de la course dès la première boucle de natation, c'est assez intéressant. Et oui, il avait confirmé Clemente Alonso après sa victoire sur le Half Challenge Maresme en 2009, il a remporté en 2011, donc l'année dernière, le Challenge Maresme, donc c'est sa première victoire sur, alors on dit full distance parce qu'il ne s'agit pas en l'occurrence d'une distance qui appartient au circuit Ironman, mais c'est n'empêche la même distance. Alors derrière, en 3e et 4e position, sont sortis de l'eau Mike Gross, le Suisse, et Ken Turner, un Sud-Africain. Ils ont 1 minute d'écart hein, sur les 2 premiers. Et puis en 5e position, Cyril Viennot qui avait réalisé une belle perf, on s'en souvient à Hawaï l'année dernière, 15e. Et qui lui aussi a décidé de se mettre à mettre de son côté tous les éléments nécessaires pour progresser sereinement et surtout de manière très efficace sur cette distance. Ouais, c'est une génération Clemente Alonso et Gross, Cyril Viennot a une jeune génération qui au fil du temps viennent sur la distance Ironman, sur le full distance, donc ils passent par des Alpha Ironman ou des 70-3 de la série Challenge et puis comme ça qui font des apparitions. Et c'est vrai que Cyril Viennot avec sa 15e place à Hawaï l'an passé, je pense qu'il a envie d'aller plus loin. Et regardez, hein, les conditions, on ne vous mentez pas. Ça ne va pas aller en s'arrangeant. Vous voyez bien les vaguelettes, le courant, le vent aussi, parce que on voit que l'eau soulevée par les athlètes, eh bien, tout simplement se déplace. Dès lors qu'on est bon nageur, on s'en sort plus ou moins, plutôt plus que moins. Et quand on n'a pas forcément ces facilités-là, eh ben, on se raccroche aux branches. Quoi. Et ouais, on se raccroche aux branches et on ne le croit pas comme ça, mais on attrape vite le mal de mer dans ces conditions. L'avantage, c'est que il ne pleut plus parce que le vent a fait son apparition et forcément ça a dégagé tous les nuages. Par contre, c'est un vrai calvaire. Sur la partie natation pour tous ces amateurs. On le voit, hein, énormément sont en brasse pour essayer de s'orienter et puis lutte contre le courant. S'orienter effectivement parce que on a du mal à percevoir l'horizon avec la lumière et ses contrastes. Les bouées sont aussi difficilement visibles et donc en plus on rajoute de la distance à la distance. Hein. Ben forcément, on va pas droit sur la bouée et c'est vrai que quand on est en dehors de l'eau, on se dit mais voilà, les vagues sont pas très hautes, on peut voir facilement les bouées. Par contre, quand on est au milieu de l'océan comme ça, les bouées sont quasiment invisibles. 50 minutes et 53 secondes, c'est le temps qu'a mis cet homme, Clemente Alonso, pour couvrir les 3 km 8 de natation. Avec dans sa foulée ou presque Andreas Borerer qui ne perd pas de temps. Hein. Il a enlevé son bonnet de bain, s'est changé sous la tente. Il s'apprête à quitter l'aire de transition en tête de cette 8e édition de l'Ironman d'Afrique du Sud. Andreas Borerer, 8e à Hawaï l'an passé, 2e sur cette course ici même l'an passé. Donc lui aussi un athlète à surveiller de près. 4e à sortir de l'eau, Ken Turner, le Sud-Africain. Derrière, Mike Gross, le Suisse, de plus en plus régulier. Et puis 5e, Cyril Viennot. Alors le temps réalisé par Horner et Gross, 57-55, c'est-à-dire qu'ils ont un peu plus de... Ils ont 3 minutes tout simplement de retard. Et Cyril Viennot, lui, il a 5 minutes de retard. Ouais, alors vous avez vu les temps natation. En général, on a l'habitude de vous annoncer des 46, 47, voire 50 minutes pour les premiers messieurs en natation. Là, on est déjà à 53, 57. Donc imaginez derrière les amateurs le temps qu'ils vont mettre pour justement boucler ces 3 km 800 de natation. La première de ces dames, la voici, c'est Simone Brandly en l'occurrence. Simone Brandly qui sort de l'eau en 1 heure et 4 secondes. La première à attaquer le parcours cycliste. Attention au choc, c'est inutile de se faire mal aux pieds là. Ne pas rajouter encore de difficultés sur l'épreuve. L'Espagnole Virginia Berasategui, 2e à sortir de l'eau en 1 heure 3 minutes et 54 secondes. Et là, elle est 3 minutes 50 de retard sur Simone Brandly. La voici, Virginia Berasategui. Virginia Berasategui, 3e à Hawaï en 2009. 10e l'année dernière, elle aussi expérimentée 2 victoires à Lanzarote, on les avait suivis. Le classement de ces messieurs donc à la sortie de l'eau, les écarts et la confirmation, 5e place pour Viennot, 10e place pour Sylvain Rota.
Pour ce qui concerne ces dames, Anne Basso, la française, en 3e place, mais déjà avec plus de 7 minutes de retard sur Simone Brandly, la Suissesse. Pas de Natasha Badmann à l'horizon. Elle a l'habitude d'être relativement discrète en natation, Natasha Badmann. Elle va mettre 1h14 et 43 minutes. Ouais, c'est pas une nageuse, hein, Natasha Badmann qui a énormément de difficultés en natation. Donc vu les conditions de mer, elle a certainement dû, on va dire entre guillemets, galérer, voire vraiment se compliquer la tâche sur cette discipline. Allez, en gros plan. Clemente Alonso, le parcours cycliste, 180 km, jusque-là pas de surprise. 3 boucles à effectuer, Cyril, 3 boucles d'un parcours assez contrasté. Des parties hilly, comme ils les appellent, c'est-à-dire vallonnées, et des longs plats, un long plat en aller-retour, où le vent là va jouer son rôle. Ouais, où le vent va jouer son rôle, donc bon, j'espère qu'ils n'auront pas trop de vent latéral, parce qu'on a vu que ces athlètes ont choisi des roues lenticulaires et je ne sais pas si c'est vraiment la bonne solution, hein. C'est vrai que sans vent le parcours s'y prête. Maintenant on le voit, hein, les conditions climatiques sont dures, il y a beaucoup de vent, donc il faudra être vigilant pour pas finir par terre et puis vigilant aussi avec dans cette partie aller-retour avec les concurrents et la masse qui va se croiser 3 fois sur ce parcours. Ça c'est la partie plus facile, en l'occurrence l'aller-retour réalisé sur face plane. Andreas Bohrer, l'Allemand, qui après avoir jonglé avec le vent de face fait demi-tour. Natasha Badmann sur son fameux vélo, alors on va le citer, le fameux Cheetah avec ce dessin absolument unique. Ouais, un vélo tout en carbone, donc forcément assez raide, qui est compliqué dès que le parcours est montagneux. Par contre sur des parcours plus vallonnés, plus hilly, forcément le vélo est beaucoup plus performant, même si là avec le vent ça pourrait aussi être un handicap. Diane Ressler avec le dossard numéro 24, elle est sortie de l'eau après 1h12 minutes et 27 secondes, hein, or que la première, Simone Brandly, est sortie en 1 heure de temps, donc déjà des écarts substantiels. Mais attention, parce que Diane Ressler, elle aussi, elle est connue pour avoir des spécificités, non, de grosses qualités cyclistes. Dossard 33, Diane McEwan, j'en parlais tout à l'heure brièvement, la sud-africaine, elle est pro uniquement depuis cette année. Elle aussi, un nouveau talent à surveiller. Virginia Berasategui en 2e position, son style caractéristique, véloce, puissante. Et devant, bien sûr, pour l'instant, la course féminine est emmenée par la Suissesse qui apparaît à l'écran, Simone Brandly. Un exemple du vent là qui pose quelques soucis aux coureurs. Ouais, dans une partie descendante où il y a un virage à gauche assez serré, donc il faut être vigilant, hein. Donc c'est vraiment un très très beau parcours en Afrique du Sud, hein. Ils n'ont pas changé le parcours depuis le tout début, avec une partie dans les terres et puis après ce demi-tour on redescend sur le bord de mer où là on peut apprécier les côtes africaines qui ressemblent de très près aux côtes bretonnes, on va dire. Mano à mano en tête de la course entre Andreas Bohrer ici et puis Clemente Alonso légèrement en retrait. Pour l'instant, les deux hommes, je dirais, roulent à distance. Ils sont sortis ensemble de ces 3,8 km de natation et ils comptaient déjà au départ, avant d'attaquer le parcours cycliste, 3 minutes d'avance sur les poursuivants. Ça, ce sont les amateurs, ceux qui ont pu en profiter, comme on dit. Je préfère en sourire, Cyril, mais ceux-là, ils sont bien contents d'en avoir fini. Voilà, c'est vraiment déjà que la natation pour les amateurs c'est compliqué parce que c'est la discipline qui techniquement est la plus dure, mais en plus quand on leur ajoute des conditions de vent difficiles, forcément une fois qu'ils ont fini cette boucle de 3 km 800, on va dire c'est un réel bonheur et c'est déjà une première victoire. D'autant que le temps imparti pour couvrir les 3 km 800, lui, n'a pas changé, hein. Ça veut dire qu'effectivement, il y en aura beaucoup plus que, entre guillemets, prévu, qu'ils ne parviendront pas à couvrir les 3 km 8 dans le délai prévu par le règlement. Et d'ailleurs, les sauveteurs sont bien plus nombreux à aller à la rencontre de ceux qui ont des difficultés. Non seulement c'est dur, il fait froid, on s'épuise et une main salvatrice est bienvenue. On a vu, hein, les organisateurs qui avaient doublé le nombre de lifeguards justement pour aller aider les athlètes en difficulté. On imagine la déception, mais il faut saluer aussi le courage de ces amateurs qui ont tout donné pour effectivement couvrir la distance, même si certains auraient espéré finir dans de meilleurs états. Mais là, ce qui compte avant tout, c'est d'en sortir. Il faut se dépêcher quand ça se joue à une poignée de secondes. Les quelques marches
derniers obstacles avant d'entrer dans l'ère de transition. Et non, ce sera effectivement trop tard pour celui-ci aussi. Trop tard, 2h20. 2h20. La tête de course. Allez, retour sur la course de ces dames d'abord avec Simone Brandly, toujours en tête de la compétition, qui nous dit tout simplement qu'elle est évidemment un petit peu favorisée parce qu'elle nage plutôt bien. Et donc, pour ce qui la concerne, la difficulté va être de rester le plus longtemps possible en tête sur le parcours cycliste avec les spécialistes de la discipline. Parce que même si la concurrence est dense, elle se dit, bon, il n'y a pas Chrissy Wellington, donc j'ai peut-être malgré tout une carte à jouer au milieu de ces athlètes. Et encore une fois, elle est cependant consciente de la différence de ses aptitudes à vélo par rapport à notamment Virginia Berasategui ou parce qu'on pense à elle, Natasha Badmann. Ouais, bien sûr, hein, Natasha Badmann qui peut revenir à tout moment dans la course et forcément quand Natasha Badmann revient sur vous, c'est plus compliqué de suivre son rythme. Bohrer, Andreas Bohrer, vainqueur du Alpha Ironman Suisse en 2011, champion d'Europe sur la même distance, la même année. Andreas Bohrer qui dit bien sûr que le soutien du public est très important dans ces conditions. Bien sûr qu'il nous permet effectivement de nous motiver ou du moins de nous dépasser. Mais attention, parce que dans ces cas-là, l'euphorie peut effectivement être source de surprise. Il faut rester concentré, faire sa course, ne pas commettre d'erreur en se laissant entre guillemets griser parce que la journée est longue et puis il faut rester dans des conditions physiques suffisantes pour attaquer le marathon. Ouais, c'est des signes, hein, l'euphorie sur une course en général quand on tombe dans l'extrême, dans l'euphorie, il faut être vigilant car c'est signe justement que dans pas longtemps c'est possible que ça soit l'inverse. On a vu passer Alonso, regardez qui est en troisième position, tout de rouge vêtu, le français Cyril Viennot qui se bat lui en compagnie de Mike Egros, le Suisse en quatrième position désormais. Fin de la première boucle, il y en a 3 à couvrir. 5e place pour Kent Horner, le Sud-Africain. Il avait pris une 12e position ici même l'an passé. Pour Kent Horner, l'objectif c'est d'intégrer le top 10. Peut-être le top 5 à la faveur de certains abandons. Il doit faire, à mon avis, référence à Marino Vandenecker l'année dernière qui avait un petit peu lâché à la surprise générale. Les conditions ne sont pas idéales, mais elles sont communes à tous les athlètes et il faudra effectivement jongler avec ces aléas. I think every athlete's in it together. We've trained in these conditions. We've had the rain, we've had the wind. Il faut savoir effectivement courir dans ces conditions. On a eu l'occasion de les croiser à l'entraînement. Et donc encore une fois, l'Ironman se dispute en extérieur et donc en fonction des conditions climatiques. Andreas Bohrer, ravitaillement, arrêt au stand ou presque. Position de recherche de vitesse, surtout pour éviter les rafales, Cyril. Oui, il faut essayer d'autant plus qu'il y a beaucoup de vent, donc essayer quand même d'avoir une position aérodynamique pour justement essayer de gagner quelques secondes et surtout avoir une certaine vitesse constante. Quel courage, quel engagement, quel challenge pour cet homme, Anton Swanepoel, sud-africain, amputé de la jambe droite il y a 4 ans. Suite à un accident et qui lui, après être sorti d'une part de l'hôpital, avoir ensuite entamé sa rééducation, a décidé de s'engager, de s'entraîner, de se préparer, d'avoir pour objectif une participation ici à l'Ironman d'Afrique du Sud, encore une fois à Port Elizabeth. Et donc il a préparé cette épreuve depuis 2 années avec pour seul et unique challenge d'arriver au terme de ces kilomètres de course. Et voilà, effectivement, de finir, ce serait very nice, nous dit-il. Il n'est pas le premier à penser à ça, mais pour lui, c'est sans doute un tout petit peu plus compliqué encore. « 1600 compétiteurs inscrits ici. Et pour l'instant, toujours le même homme en tête de la course, Andreas Bohrer. Gabarit, je dirais médium, moyen.
plutôt agressif, tonique, efficace. I'm one of the athletes that are really like balanced, like Et Andreas Breuer qui se définit comme un des athlètes qui sans doute se sent à l'aise dans les trois disciplines, qui n'a pas de préférence pour tel ou tel, mais qui est plutôt complet, polyvalent. Et c'est la différence principale qu'il note entre les athlètes actuels sur ce format de course et ceux qui couraient auparavant il y a 10 ans et peut-être un peu plus, qui avaient peut-être davantage d'aptitude sur une ou deux disciplines et qui par défaut étaient moins bons dans la troisième. Actuellement, c'est plus possible. Ouais, c'est plus possible. C'est vrai qu'on a de plus en plus d'athlètes qui équilibrent leur niveau sur les trois disciplines, alors qu'on avait l'habitude de voir des athlètes qui avaient une grosse préférence sur une activité. C'est vrai que depuis quelques années, on a l'impression de voir des athlètes qui sont bons dans les trois disciplines. Alonso lui dit, lui, qu'il n'est peut-être pas encore complètement à 100% de ses moyens sur la partie cycliste. C'est sans doute sa première, c'est même sûr, sa première grosse épreuve de la saison. Sera-t-il prêt? Sera-t-il encore en manque de préparation? Il va pouvoir vérifier ça pendant l'épreuve. Pour l'instant, on suit Cyril Viennot, notre Français, membre du club de Beauvais, en troisième position. Cyril qui estime qu'il a encore quelques progrès à faire, et c'est tant mieux sur la partie cycliste. Il n'est pas encore totalement serein sur la distance, sur les 180 km. Il estime qu'il est très efficace sur 90, 100, 120, mais qu'il lui reste encore des progrès à effectuer pour être totalement à son maximum sur la distance. Bien sûr, il peut compter sur ses capacités à pied parce qu'il a plutôt une très belle et très efficace course à pied. Ouais, Cyril qui est en course à pied, qui devrait être capable de nous sortir un gros marathon. C'est vrai que c'est la difficulté, tenir un rythme élevé sur 180 km. On le voit souvent sur les courses où les athlètes sont capables de tenir des vitesses proches des 42-43 km/h. Sur 180 km, c'est très très long. Et c'est vrai que pour Cyril, il lui manque encore un peu d'expérience pour pouvoir maintenir ce rythme-là sur cette distance. Alors il le maintient sur un Alpha Ironman. Maintenant, il faut qu'il engrange encore un peu d'expérience, un peu d'années d'entraînement pour justement pouvoir maintenir ce régime de course. Natacha Badman qui revient sur cet épisode douloureux vécu à Hawaï en 2007, sa chute. Elle dit Natacha, qu'elle pensait sincèrement que c'était terminé pour ce qui la concernait. Sa carrière était finie. Il faut se rappeler tout simplement qu'il y a eu une double fracture, fracture épaule gauche, clavicule, omoplate, il y a eu la totale. Tout ça parce qu'elle a heurté un cône sur la partie cycliste à Hawaï. Grosse difficulté, elle était remontée sur le vélo, elle avait décidé de repartir. Heureusement, les commissaires avaient fait leur boulot en disant non, c'est pas raisonnable. Et depuis, s'en est suivi des difficultés en matière de soins, de rééducation, de récupération. Elle avait une crainte concernant l'usage de ses bras, la mobilité, la souplesse. Et puis c'est avec le soutien de Paul, en l'occurrence celui qui est le directeur sportif ici de l'Ironman d'Afrique du Sud, qui l'a motivé, qui lui a dit non, je pense que tu peux le faire, simplement il faut que tu t'y prépares, et c'est parti. Le vent, toujours présent, la pluie a légèrement disparu, mais pour ce qui concerne la force du vent, au contraire, elle s'accentue. Regardez les vagues à l'horizon, imaginez, on appelle ça un coup de vent en l'occurrence, c'est une force évaluée à 8 sur l'échelle Beaufort en l'occurrence, et là on dépasse par moment les 60 km/h de vent, des rafales qui frôlent les 70 km/h de vent. Il y a sans doute des kitesurfers qui seraient ravis, mais les cyclistes quand il est en pleine poire, c'est une autre histoire. Ouais, c'est une autre histoire et ces pauvres amateurs qui ont connu la tempête en natation, plus ils vont avancer dans la course et plus le vent va forcir et donc forcément, plus eux ils avancent dans la course, plus les difficultés sont dures. Donc voilà, il faut surtout être vigilant pour éviter la chute parce qu'une rafale de vent, on se retrouve vite par terre. Et puis surtout penser à bien s'alimenter, à s'hydrater, parce que souvent quand il y a du vent comme ça, on est vite desséché, on oublie. Et puis au moment où on a faim, on a soif, c'est déjà trop tard. Il faut garder le sourire, le rythme et surtout être patient. On va marquer une petite pause, on respire et on revient dans une poignée de secondes pour vivre la suite et la fin de cette 8e édition de l'Ironman d'Afrique du Sud, ici à Port-Elizabeth. A tout de suite!
De retour en Afrique du Sud, dans la province du Cap-Oriental, à Port-Elizabeth, qui fait partie, cette ville, de la métropole Nelson Mandela. C'est la 8e édition de l'Ironman d'Afrique du Sud, avec des conditions de course, Cyril, compliquées. On a vu lors de la natation, le vent était de la partie, beaucoup d'abandon. Et puis sur la partie cycliste, bien sûr aussi, il a fallu jongler avec le vent, un vent en opposition et parfois favorable, c'est sûr, mais un vent qui use. Un vent qui use, donc c'est vrai que la boucle est à faire 3 fois, donc les athlètes ont mesuré les degrés de difficulté lors du premier passage et après vont gérer justement ces différents passages. Mais c'est vrai que ça complique la course et forcément la gestion est beaucoup plus fine, on va dire. C'est ce que nous dit justement Cyril Viennot. La gestion, il faut rester très vigilant. On se souvient que tout peut arriver sur une course, sur ce type de distance. Et encore une fois, rappelez-vous, Marino Vandenecker, l'an dernier, il dominait de la tête et des épaules l'épreuve. Et puis subitement, pendant la course à pied, alors qu'on s'y attendait pas du tout, et ben plus de son, plus d'image, plus d'électricité. Le grand Marino Vandenecker était obligé de laisser passer les autres. Ouais, c'était surprenant de la part de Marino, car on sait que c'est un athlète complet sur les 3 disciplines, très régulier et qui en général gère bien ses courses. Et l'an dernier, il a pris un coup de chaleur, ouais, c'est ça, sur le marathon, et il avait été obligé de mettre le clignotant et d'abandonner ce qui avait été un peu une grosse surprise générale sur la course. Andreas Borerer, sous vos yeux, toujours en tête de la compétition. 2e place pour Clemente Alonso. Il commence à y avoir, 2 minutes 30, 3 minutes. 3e position pour Cyril Viennot, 4e position pour Mike Egrose, le Suisse. Tout ça, ça reste relativement proche les uns des autres. On ne fait pas d'efforts excessifs, on sait qu'il reste 42 km à effectuer, c'est loin d'être terminé. Pour ce qui concerne cet homme, c'est la première expérience sur distance Ironman. Il a, je dirais presque couvert ou couru son premier triathlon une année auparavant sur une distance beaucoup plus courte. Et il avait fait le pari, du moins le challenge, de partir de France, en l'occurrence de la région bordelaise, Nicolas, et avec sa voiture, de traverser bien sûr la France et puis ensuite d'attaquer l'Afrique du nord au sud pour rejoindre Port-Elizabeth, à la faveur des rencontres, à la faveur des images, des saveurs. Il y avait un de ses frères, en l'occurrence son frère jumeau, qui avait eu l'habitude, lui, de parcourir l'Afrique en voiture et qui donc l'avait un petit peu, non pas influencé, mais donné quelques repères pour organiser son déplacement, son voyage. Et ça a été, c'est ce qui nous dit, l'occasion de compiler les images, les souvenirs et sans doute les anecdotes. Ouais, c'est une belle aventure et c'est vrai que le voyage et l'aventure sur cet Ironman a pris énormément de temps. On avait suivi sa progression parce que nos confrères du magazine Triathlète lui accordaient de la place de manière régulière justement pour suivre sa progression, pour qu'il puisse donner ne serait-ce que de ses nouvelles, parfois avec des arrêts au stand plus ou moins longs, mais en tout cas la voiture qui lui servait d'habitacle, ou presque, je dirais presque de maison pendant ces plusieurs mois, est arrivée au terme du parcours, au terme du défi. Et Nicolas, lui, a sans doute réuni un maximum de clichés comme cela, de souvenirs, d'émotions qui seront racontés, échangés à son retour en France. Pas facile de débuter un Ironman, de s'élancer sur cette épreuve avec des conditions de course aussi difficiles. Ouais, pas facile et on le voit, des athlètes qui sont généralement, que ce soit les élites ou les amateurs, très concentrés justement parce que les conditions sont dures et qui là, en gros, font un travail mental exceptionnel. Ça fait du monde sur la route, mine de rien. Allez, fin du parcours cycliste et on retrouve la tête de course. Position inchangée, tant physique que géographique, je dirais presque. Andreas Borerer est leader de l'épreuve pour l'instant et il s'apprête à rentrer dans l'ère de transition en tête de la compétition avec un temps pour l'instant total de 5h41 minutes et 43 secondes. Personne à l'horizon. Petite foulée, changement de tenue Cyril et on repart si possible au moins aussi vite que lorsqu'on est arrivé. Voilà, donc essayer de retrouver le plus rapidement possible les sensations qu'on a acquises à l'entraînement et essayer de trouver tout de suite une foulée. Donc là on le voit à la descente du vélo, c'est compliqué, on a mal au dos, on a des contractures.
Donc voilà, essayez de trouver tout de suite rapidement une foulée et un rythme de course, et puis essayer de monter comme ça en puissance tout au long du marathon. Et voilà, il faut savoir qu'en général, ces athlètes élites ils divisent vraiment leur triathlon en 3 étapes. D'abord la natation, le vélo, et puis le marathon, c'est une étape supplémentaire. Alonso a terminé après 5h45-38, 5 minutes de retard pour Alonso sur Borrereur. Cyril Viennot dans la foulée d'Alonso. Mike Egros qu'on vient de pouvoir passer à l'instant, lui il est arrivé après 5h48-07, c'est-à-dire qu'il a après les 7 minutes 30 de retard sur Andy Borrereur. Mais on a remarqué une chose, c'est que Cyril Viennot était sorti plus rapidement de l'aire de transition que Clemente Alonso. Donc dans l'ordre, vous avez Andreas Borrereur là à l'écran, deuxième position Cyril Viennot, troisième Clemente Alonso, quatrième Mike Egros. Ouais, c'est bien pour Cyril Viennot, là, il nous a fait une belle transition, donc c'est plutôt encourageant pour la suite de la course. Le classement, après le vélo, 7e position pour Sylvain Rota et 8e position pour un autre Français, un Trevor Delso. Donc les Frenchies, ils fonctionnent là-bas, l'Afrique du Sud a l'air de leur sourire. On retrouve Virginia Berasategui en tête de la compétition féminine. Elle a dépassé Simone Branly un peu plus tôt, mais pour l'instant derrière, c'est Diane Ressler qui fait le boulot comme on dit. En 3e position, Diane Ressler, 3e de l'Ironman d'Afrique du Sud, ici même l'an passé, 3e de l'Ironman d'Autriche. Elle emmène un gros braquet comme on dit. Elle emmène un gros braquet, alors c'est surprenant parce qu'avec le vent qu'il y a, il faut essayer au contraire de tourner les jambes, à l'image de Natasha Batman qui a un coup de pédale beaucoup plus fluide. Et puis essayer de garder la position voilà, le plus longtemps possible pour justement essayer de fendre ce vent et l'air le mieux possible. Et oui, Natasha Batman qui parvient de manière efficace parce que du coup, sur les derniers kilomètres avant l'heure de transition, c'est la Suissesse tout simplement qui a pris le meilleur sur les autres rivales, les principales rivales, même si Simone Branly a réussi à redépasser Virginia Berasategui qui l'avait doublé un peu plus tôt. Donc bagarre chez les dames comme bagarre chez les messieurs. Elles arrivent plus ou moins regroupées, donc c'est un petit peu de suspense puisque Simone Branly elle arrive après 6h26-08 d'effort dans l'aire de transition. Badman n'est pas très loin, elle est à 6 minutes derrière, un tout petit peu de moins. Diane Ressler est en 3e position, donc ça reste à écrire encore. Ouais, ça reste jouable pour toutes ces filles, surtout pour Natasha Batman, si elle nous sort une course à pied dont elle a l'habitude, forcément elle peut envisager la victoire et presque sur le podium. Natasha Batman, 6 victoires, Hawaï, surnommée de Smile. Elle est souriante du matin au soir, quelle que soit la configuration dans laquelle elle se trouve. L'année dernière, elle avait repris la compétition tout doucement. Elle avait pris une 2e place à Lanzarote, on l'avait suivie. Et puis souvenez-vous, elle s'était engagée à Hawaï. Elle avait décidé d'essayer de refaire cette épreuve sur laquelle elle avait tant souffert. Elle avait pris une 14e place, donc subitement, elle s'était dit, après des heures et des heures passées à retrouver sa forme physique, que peut-être un jour, elle pourrait à nouveau monter sur la plus haute marche d'un Ironman. La course en tête. Alonso est désormais 2e. Il a dépassé Cyril Viennot et c'est toujours Andreas Borrereur qui est en tête de la course. 3 boucles à effectuer, 3 boucles de 14 km. Cyril, rien de difficile, plat, mais avec du vent. Ouais, plat avec du vent, donc des parties où les athlètes auront le vent favorable, des parties où ils auront un peu moins favorable, des conditions, on va dire, de chaleur, on va dire, faciles et même très agréables pour ce marathon. Donc on devrait pas voir d'athlètes connaître de mauvaises surprises comme l'avait connu le Belge Marino Van Haneker l'an passé. Par contre, on voit là Borrereur bien concentré, mais qui a du mal, et qui est dans une passe un peu difficile. Simone Branly en tête de la compétition féminine. Simone Branly, de son nom de jeune fille, Simone Benz, elle avait remporté l'Ironman de Cozumel l'année dernière et qui nous dit qu'elle a dû arrêter sa carrière pendant 2 saisons parce qu'un accident de voiture, elle aussi, pas un accident de voiture, mais un accident, elle aussi, a changé un tout petit peu ses plans de carrière, elle avait un engagement à Hawaï à l'époque en groupe d'âge, donc en tant qu'amateur, et puis elle a estimé que c'était pas forcément judicieux, qu'elle ne se sentait pas suffisamment remise, donc elle a préféré tirer un trait sur 2 années de compétition pour justement prendre le temps de se remettre. 2e place pour Natasha Badman, 3e place pour Diane Ressler.
Il y avait 6 minutes d'écart entre Brandly et Banman après la transition. Il y avait combien? Il y avait un peu plus de 15 minutes d'écart entre Brandly et Ressler après la même transition. Mais on s'aperçoit que Natasha Banman revient progressivement. Qu'est-ce qu'il faut être patient? Qu'est-ce qu'il faut être endurant? Là, franchement, il est préférable de s'entendre avec son vélo. Ouais, il faut vraiment être patient dans ces conditions comme ça. Ne pas s'énerver, essayer de rester concentré. Surtout quand on est dans des moments difficiles, vent de face. Une fois qu'on a le vent dans le dos, faut se laisser aller, récupérer. Mais le mot d'ordre, c'est la patience. Et pour ce qui concerne cette jeune femme, cette jeune Sud-Africaine, Kerry Delporte, elle aussi revient de très très loin. Elle avait perdu l'usage de ses jambes en 2007. Elle ne pouvait plus marcher. Une maladie. Et puis transfusion, soins, et tout doucement, elle a pu effectivement retrouver l'usage musculaire pour mobiliser ses jambes, pour progressivement les plier, pour se dresser sur ses jambes, pour réapprendre à marcher. Et au gré des progrès, au gré des évolutions qu'elle a effectivement vécues, lorsqu'elle était hospitalisée, elle s'est donné un objectif, comme c'est souvent le cas lorsqu'on vit une période de détresse, c'est de se promettre d'atteindre un sommet qui vous paraît a priori inaccessible. Et ce sommet, c'est cette course en l'occurrence. C'était en quelque sorte son Everest. C'est participer à cette épreuve, donc 5 ans après avoir perdu l'usage de ses jambes, se préparer suffisamment bien pour elle aussi être au départ de cette 8e édition de l'Ironman d'Afrique du Sud ici à Port-Elizabeth. On imagine aisément, Cyril, le courage que cela impose, réclame bien sûr les moments difficiles par lesquels on passe parce que il faut tout réapprendre et la satisfaction que l'on peut imaginer lorsque cette jeune femme, lorsqu'elle franchira la ligne, enregistrera. Ouais, le plaisir qu'elle a dû avoir et le bonheur qu'elle a dû avoir tout au long de cette journée, même si ça n'a pas été facile, mais quel plaisir de pouvoir courir comme ça sur un sport aussi complexe après avoir connu une maladie extrêmement plus compliquée. Ça ne se calme pas, ça c'est sûr. Le vent est de la partie, pardon. On se rapproche de l'aire de transition. On ne compte plus les heures passées à lutter justement pour atteindre cette fameuse aire de transition et attaquer le marathon parce que c'est loin d'être terminé. Alors on change sa position. On se redresse, on se met en lanceuse, on met les mains un coup à gauche, un coup à droite, on marche de temps en temps, on s'hydrate, enfin bref, il faut rompre avec la lassitude. Les athlètes le savent, ils ont fait 3 fois la boucle, donc ils savent que sur cette partie-là, ça va être terrible. Donc c'est surtout faire preuve de courage, faire preuve de patience dans les moments difficiles. Et puis quand on fait le demi-tour et qu'on a ce vent qui devient favorable, faire preuve de respect et de se dire voilà, c'est là qu'il faut que je récupère parce que je sais que voilà, quand je vais revenir sur la partie la plus difficile, ça va vraiment être dur. Donc récupérer quand c'est plus facile pour pouvoir ensuite avancer dans la course et aborder le marathon dans des bonnes conditions. Oh, c'est de plus en plus compliqué pour Andreas Sporrer. Il a dû laisser la tête de course progressivement à cet homme, Clemente Alonso, l'Espagnol. Il comptait, Clemente, 5 minutes, un petit peu moins de retard sur Andreas Sporrer et au fil des kilomètres, il va prendre le pouvoir et finir par dépasser l'Allemand qui, lui, va vivre une sale journée. Parce que, à l'image de Marino Vandenecker, à hauteur du kilomètre 18, Sporrer va jeter l'éponge. Ouais, il va jeter l'éponge et à l'inverse, on le voit, Cyril Viennot qui est parti, on va dire, qui était bien, qui avait fait un bon départ, mais qui avait connu des difficultés dans les premiers kilomètres. On le voit au fil de la course qui, de mieux en mieux, à l'image un peu de Clemente Alonso, mais qui, lui, l'Espagnol, est sur un rythme supérieur. Natasha Banman qui revient encore une fois sur cette période difficile vécue après son accident, cette longue récupération pour pouvoir
justement retrouver la mobilité parfaite, la force de ses bras, de pouvoir nager à nouveau. Elle n'avait pas nagé du tout pendant plusieurs années, elle ne pouvait pas. Encore une fois, fracture d'une épaule, une omoplate, une clavicule. Donc de quoi vous handicaper réellement. Et donc c'est ce nouvel apprentissage qu'elle a dû tout simplement faire pour pouvoir arriver à ses fins aujourd'hui et à ce nouvel engagement ici en Afrique du Sud. Ne pas oublier que Natascha Badmann s'est déjà imposée à 3 reprises, 2005, 2006, 2006 et 2007, ici même. Oula, ça a coincé du côté de ces messieurs. Passation de pouvoir entre Alonso et Bohrer, passation de pouvoir entre Badmann et Brandly. Kilomètre 23. Vous avez vu, Natascha, voilà, elle est dans une partie où le vent est défavorable. Elle s'est cachée derrière son adversaire pour essayer de récupérer. Et hop, au moment où elle a mis le clignotant, comme une Formule 1, hop, elle a mis les gaz pour justement prendre quelques mètres d'avance, même si elle le savait, elle n'avait pas besoin forcément de ça, mais elle s'est donné quelques mètres pour récupérer, elle s'est cachée. Et puis là, elle a pris la tête de course et ça va être compliqué pour ses adversaires d'aller chercher Natascha Badmann. Natascha Badmann, allez, on va citer son âge parce que sincèrement, c'est pas franchement un handicap pour ce qui la concerne. 45 ans. Elle a gagné donc 3 fois l'Ironman d'Afrique du Sud, 6 victoires à Hawaï. Elle a fait en 2012, là quelques semaines auparavant, une 2e place sur le Half Ironman Asie-Pacifique. On l'avait vécu ensemble sur l'antenne de Sport Plus. Et là, elle se retrouve en tête de l'Ironman d'Afrique du Sud. Après tous les pépins enregistrés. Donc elle va pas lâcher le morceau, elle va pas lâcher l'affaire. Mais eux non plus vont pas lâcher l'affaire, Cyril. Non, eux non plus vont pas lâcher l'affaire. Maintenant, ils ont connu une grosse épreuve difficile sur la partie cycliste. Forcément, ça doit être quelque part déjà une grosse réussite d'avoir pu aller jusque ces premiers kilomètres de marathon. Ils vont continuer leurs efforts, mentalement pour justement essayer d'approcher et pourquoi pas franchir cette ligne d'arrivée. En tête désormais de cette épreuve, Clemente Alonso, l'Espagnol Clemente Alonso McCarlan, exactement. Le vainqueur du Challenge Barcelone en 2011. C'était sa première victoire encore une fois sur la distance Rennes. Clemente Alonso qui s'apprête à franchir la ligne d'arrivée ici à Port-Elizabeth en vainqueur. Alonso qui va couvrir le marathon en 2h46 minutes. 2h46 minutes pour le marathon. Voilà, il nous fait penser à son compatriote Marcel Zamora. On l'a vu du début à la fin sur une allure élevée, mais il n'a pas bougé, à aucun moment on l'a senti en difficulté. Et vraiment une très belle victoire pour Clemente Alonso qui a bien géré sa course. Qui ne cesse de progresser, qui véritablement maintenant, que ce soit en natation, à vélo, en course à pied, fait partie des tout meilleurs. Les points récoltés ici pour le ranking, le fameux KPR, seront précieux. Et Clemente Alonso sera surveillé de près, bien sûr, en fin de saison du côté du Pacifique. Ça, c'est une évidence. Pour l'instant, fin du parcours et victoire ici pour Clemente Alonso qui succède à Reinhard Tissink. 8h34 minutes et 46 secondes, ça peut s'expliquer aussi. Ouais, un très bon temps, 8h34, quand on voit les conditions météo, franchement c'est vraiment une très belle performance et je pense que il a su magnifiquement bien gérer sa course et il nous a sorti surtout un très gros marathon. Et lui, quel marathon il réalise aussi. Cyril Viennot, le Français, 2e position et il va la conserver jusqu'à la ligne d'arrivée. Un marathon couru en 2h54 minutes. Après des heures passées à vélo, après les efforts, encore une belle perf pour Viennot qui ne cesse de progresser. Ouais, très belle perf. Il a bien analysé son point faible qui n'est pas le vélo, qui est la distance du vélo sur l'épreuve Rennes, la distance Ironman, puisqu'il nous sort quand même un très beau marathon en 2h54. Très régulier et on le voit finir très beau, très bien cette distance-là et cette course-là. Donc Cyril Viennot qui va engendrer de l'expérience et on espère le voir monter en puissance sur la distance des 180 km de vélo. Il est content de lui et il le fait savoir. Mike Gross, le Suisse, 3e place avec un marathon lui en 2h55-54. Voilà le podium. Alonso, Viennot et Gross. Les écarts maintenant. 4e place Marcus Farbart. 5e place pour Trevor Delso. C'est pas mal du tout. C'est même super bien. 8e place pour Sylvain Rota. Fin de la course féminine.
Et ça se bat devant. Troisième position, Diane Ressler, qui aimerait bien essayer de revenir sur la deuxième. Simone Brandley. Là, c'est l'énergie, là, c'est la force mentale qui va faire la différence, la résistance. Devant, elle vole, quasiment. Effectivement, c'est le subconscient qui tout d'un coup vous donne une force incroyable. Vous ne sentez plus la douleur, il n'y a plus aucune gêne. Tout ce qui est autour de vous, vous le vivez à la seconde. Vous souriez, vous êtes dans un état second. Je n'attendais rien de cet engagement ici lors de cet Ironman d'Afrique du Sud. Je voulais simplement essayer de retrouver des sensations de bonheur, des sensations de joie, de vivre des moments de passion et avec le sourire. Regardez, Natasha Badmann s'apprête à en terminer et d'ajouter donc une victoire supplémentaire à son palmarès. The Smile, c'est son surnom et vous avez à l'image les raisons de son surnom. Natasha Badmann, je dirais presque celle qui a influencé Chrissie Wellington dans la façon de se comporter. C'est vrai qu'il y a des similitudes dans la façon de courir, il y a des similitudes sur le degré de performance dans chaque discipline. Natasha Badmann, son point faible c'est la natation. Chrissie Wellington, elle a dû travailler très très dur pour améliorer son niveau en natation, ça restait quand même son point faible. Et puis quand on voit courir Natasha Badmann, on a l'impression de voir aussi courir Chrissie Wellington comme ça, avec ce rictus, ce petit sourire, et puis cette communion avec le public. Chrissie Wellington était très douée pour ça. Natasha Badmann l'a toujours eu, et on la voit ici heureuse, parce que c'est vrai qu'une victoire sur la distance Ironman, c'est que du bonus pour elle. Ça y est, c'est fait, la plus haute marche. Elle a retrouvé la plus haute marche d'un Ironman. En Afrique du Sud, en 2012, ce sera noté, avec un temps de 9h47 minutes et 11 secondes. Elle a résisté jusqu'au bout, Simone Brandley. Elle a résisté au retour de Diane Ressler. Elle prend la deuxième position, 9h52 et 27 secondes. Pour l'athlète vainqueur lors de l'Ironman de Cozumel en 2011. Troisième place pour Diane Ressler, l'Allemande du team TBB. Elle termine à son tour l'épreuve en un peu plus de 10 heures. 10 heures, 1 minute et 15 secondes. Ce sont des temps qui expriment bien la difficulté du jour. Ouais, des très bons temps, parce que vous avez vu en vélo, ça a dû vraiment être très très compliqué. Et je pense que voilà, tous ces athlètes, que ça soit du premier jusqu'au dernier, mentalement, ont fourni un effort extraordinaire. Et je pense que les jours qui ont suivi la course, ça a dû être compliqué pour eux. À noter la 8e place de la Française Anne Bassot, préparée, entraînée par Yves Cordier, qui elle aussi continue son apprentissage sur longue distance et sur distance Ironman. Courageuse, et en tout cas, elle aussi, on aime la suivre parce qu'elle anime justement ces têtes de course, et c'est bien de voir des Français et des Françaises lutter pour les places d'honneur et peut-être pour les podiums. C'était le cas de Cyril Viennot, ce sera le cas pour d'autres athlètes sans doute ultérieurement au cours de la saison. 42 km et un peu plus. Le plus dur est fait. Maintenant, c'est juste imaginer la satisfaction que l'on vit lorsque l'on pénètre sur ce fameux tapis qui vous guide jusqu'au franchissement de l'arche. Ouais, des sensations de victoire pour chacun. Un défi qui se sont lancés sûrement il y a plusieurs mois, mais qu'ils n'avaient pas imaginé aussi dur avec ces conditions. Donc imaginez un peu la satisfaction pour chacun de franchir cette ligne d'arrivée et de pouvoir profiter d'un tel bonheur sur les quelques mètres que sont cette ligne d'arrivée. Pour les derniers, ceux qui vont essayer d'intégrer le temps à partir de 17h pour couvrir la distance, la douceur va faire son apparition parce que la nuit va tout doucement tapisser la ville de Port Elizabeth, et donc ils vont pouvoir commencer à respirer, même si pour certains les minutes compteront double, parce qu'il faudra vraiment maintenir un rythme suffisant pour passer justement cette fameuse arche avant l'heure fatidique, avant les fameuses 17 heures qui ensuite vous interdisent l'accès au titre de finisher. Les mêmes émotions, les mêmes scènes de joie, de liesse, les mêmes, je dirais,
force retrouvée ou sourire retrouvé sur les visages. Après des heures et des heures à lutter contre la distance, le temps, le froid, le vent, bref, avoir dépassé ses propres capacités, encore une fois, pour cet athlète aveugle qui jusqu'au bout va, je dirais presque main dans la main avec son guide, trouver les ressources nécessaires pour franchir la ligne d'arrivée. Alors bien sûr, il y a les crampes, bien sûr, il y a les douleurs, bien sûr, il y a les arrêts et les profils parfois un peu surprenants, mais on trouve les ressources pour aller au bout. Ouais, vous imaginez un peu ce qu'ils ont dû engendrer, ces pauvres coureurs qui sont partis sous la pluie, le vent a fait son apparition, quel bonheur, il pleut plus, mais il y a un vent terrible. Et puis quel bonheur à nouveau, le vent cesse et c'est à nouveau facile, mais malheureusement le vent cesse et puis voilà la pluie qui redouble. Ces athlètes qui ont eu froid déjà toute la journée et qui là sous la pluie sont entre guillemets frigorifiés. Allez, encore quelques efforts en quelques secondes avant de pouvoir à son tour passer sous l'arche d'arrivée. Profitez de cet instant, les minutes qui s'égrènent, il y a encore un petit peu de temps là, 17 heures au total. Il faut à un moment donné que ça s'arrête, ne pas laisser certains aller trop loin, de manière à éviter les incidents bien sûr, parce qu'il faut veiller à la bonne santé de ses concurrents et toutes les catégories de groupes d'âge représentées, un classement. Difficile de se lasser de ces sourires, de ces mêmes gestes, de ces mêmes attitudes. On a le sentiment que non seulement il y a une notion d'accomplissement, mais il y a une notion de, je dirais presque de surprise par rapport à la nature de l'obstacle qu'on s'était imposé. Oui, parce que chacun de ces athlètes est sûr de rien, hein, même les professionnels. Bon, les professionnels, si ils sont pas sûrs d'aller au bout, eux, ils sont sûrs de pouvoir dans un mois, 2, 3, 4 semaines, pouvoir repartir sur une course. Par contre, eux, ces amateurs, ces coureurs, ces athlètes, c'est un an de préparation et au moment du départ, voilà, ils sont pas sûrs de pouvoir aller au bout de ce défi. Et forcément, quand on arrive, quand on est dans les derniers kilomètres, voilà, c'est l'explosion de joie. Et ça fait mal. Quand ça commence à coincer par là, ça devient compliqué. Et là, la tête doit absolument soutenir le corps. Ça, c'est sûr. Alors, il faut se raccrocher. Heureusement, dans ces cas-là, il y a toujours une âme généreuse qui vient à votre hauteur. Vous glissez quelques mots à l'oreille, finir les derniers hectomètres en votre compagnie, juste vous remémorer 2 ou 3 bons souvenirs, histoire de rompre un tout petit peu avec ce brouillard que vous avez entre les oreilles. Et puis après, effectivement, on oublie aussi vite que tout simplement les douleurs sont intervenues. 17 heures. Il voit la ligne d'arrivée, mais il n'y parviendra pas, il en est conscient. Et lui, il sait qu'effectivement, il n'a pas été suffisamment prêt. Il n'avait pas sans doute la condition nécessaire pour affronter ces conditions de course. Prochain rendez-vous, le Challenge Crash Go la semaine prochaine sur Sport Plus. Salut à tous. Salut.